8h40, ça y est, c'est l'heure de l'info des solutions, votre rendez-vous pour voir l'info autrement. Aujourd'hui, on s'intéresse aux solutions pour prévenir la dépression et les troubles de l'anxiété. C'est l'une des conséquences du Covid-19. Les médecins alertent sur la santé mentale des Français, particulièrement fragile ces temps-ci. Des chiffres très inquiétants chez les jeunes, par exemple. Un jeune sur 4 se dit se sentir déprimé. Mais les personnes âgées, les seniors, les parents ne sont pas épargnés. Alors comment mieux prévenir, mieux se guérir quand on est touché par ces idées noires? On en parle, Camille, avec nos invités. Et on a choisi ce thème à l'occasion de la santé, de la semaine de la santé mentale qui s'achève aujourd'hui, alors qu'une étude publiée par The Lancet dit que dans le monde, les dépressions ont augmenté d'1/4 avec la crise sanitaire. Alors avec nous, Alain Monteux par Skype, merci d'être là. Monsieur Monteux, vous êtes président de Tunstall Entreprises. Vous êtes spécialisé dans les solutions à distance. On parlera notamment avec vous des seniors. Sophie Braun, psychanalyste, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes aussi psychothérapeute et vous travaillez beaucoup notamment avec les adolescents et les jeunes adultes. Vous en parliez, Myriam, ils sont très touchés aussi. Et puis Sandrine Broutin, vous êtes directrice générale de l'œuvre Falleret. C'est une association, une fondation spécialisée dans la prise en charge des troubles de la santé mentale. Et vous êtes à l'origine de pas mal d'initiatives, notamment pour les parents en burn-out avec cette crise sanitaire, pour les adolescents aussi, les enfants, et puis pour les personnes qui se sentent seules et qui ont besoin de parler à des pairs. Alors avant de me tourner vers vous, on va regarder notamment une initiative intéressante. Ça se passe à Cambrai, c'est dans le Nord, de la colocation entre seniors pour rompre la solitude et puis pouvoir se parler quand ça va pas. Regardez. Ils ont décidé de vieillir ensemble. Annie Laous, 84 ans, et Victor Lemaire, 80 ans, ne se connaissaient pas il y a encore 3 mois. Aujourd'hui, c'est côte à côte qu'ils préparent le déjeuner. Victor, il va être cuisinier après. Oh non. Non. Oh. Les deux retraités sont des colocataires. Égard à ceux qui osent dire qu'ils n'ont plus l'âge de vivre en communauté. Oh non, c'est pas un truc d'étudiant aussi. C'est un truc pour les personnes âgées. Hein. Ça nous rappelle la maison. Hein? Oui. Non, moi je suis bien contente d'être ici. Je n'irai pas nulle part ailleurs, à moins qu'ils me mettent dehors. Oh non, hein. Dans cette maison près de Cambrai, 6 colocataires entre 74 et 96 ans. Avant, ils vivaient seuls chez eux ou dans des maisons de retraite. En s'installant avec d'autres, ils disent avoir repris goût à la vie. Mais pas de pinard, hein, c'est nous. C'est bien plus agréable que d'être tout seul devant une assiette. Hein. Chez moi, je ne mangeais plus. Je revis comme quand j'étais en famille avec mes enfants. Autour d'eux, 3 auxiliaires de vie aux petits soins. Pour vivre ici, chacun paie environ 1 500 € par mois, 700 de moins que le coût moyen d'une maison de retraite. Alain Monteux, je me tourne vers vous. C'est vrai que les seniors, ils ont beaucoup souffert de solitude pendant cette crise sanitaire qui les a aussi beaucoup privés de la visite de leurs proches quand ils en ont, les soignants, masqués, beaucoup de distance. Vous avez imaginé des appels de courtoisie. Donc, c'est une solution à distance pour ceux qui sont très seuls. Racontez-nous d'abord pourquoi cette idée vous est venue. Quel a été le déclic? Est-ce que c'est une situation concrète, une personne particulière? On s'est aperçu qu'avec la crise sanitaire, effectivement, un grand nombre de personnes âgées avaient vécu un stress important et surtout s'étaient trouvées du jour au lendemain isolées, sans possibilité de parler à leur famille, ce qui était vrai dans l'autre sens, d'ailleurs des familles qui ne pouvaient plus parler à leurs proches. Donc on a imaginé de faire le relais, de participer un peu à construire une famille de cœur, et aujourd'hui on a complètement transformé notre activité qui était de 2 millions d'appels entrants sur des appels classiques de téléassistance. Aujourd'hui on fait 1 million d'appels sortants pour appeler régulièrement des personnes qui se sentent isolées et seules. Je rappelle qu'aujourd'hui on a 2,5 millions de personnes âgées qui se sentent seules tous les jours ou très souvent. Donc on fait ces appels-là qui durent en moyenne 15 minutes, mais qui doivent durer le temps qu'il faut, où on va parler avec les personnes de ce qu'elles veulent. Si elles veulent se plaindre de leur famille qu'elles ne voient pas, on fait ça. Si on veut parler de littérature, on parle de littérature. Si elles veulent parler du dernier film qu'elles ont vu, on parle de ça. Et c'est des échanges qui vont avoir lieu de façon régulière, toujours avec la même personne. Donc on va vraiment créer un dialogue sur lequel les personnes âgées vont pouvoir s'appuyer, parce que souvent on va être
la seule personne avec qui elles vont avoir un échange un peu long dans la journée. Rompre la solitude, c'est une des premières choses à faire pour faire remonter le moral. Alors là, vous parlez d'une population qui a été très isolée, mais pas forcément. Ceux aussi qui travaillent énormément, parfois, limitent leurs rapports sociaux et on retrouve ces mêmes raisons de dépression. Là, le Covid, c'est derrière, les visites ont repris et pour autant, j'imagine qu'elles se sont attachées à ces appels de courtoisie. Vous trouvez que les interactions qui ont été créées continuent dans le temps parce qu'en fait, ça continue à porter ses effets? Oui, de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on allait arrêter, parce qu'effectivement, comme vous dites, les personnes se sont habituées et aujourd'hui, je pense qu'elles ne pourraient plus s'en passer. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a dû ouvrir non seulement aux personnes âgées, mais aussi à leurs aidants. Et de plus en plus, on a des échanges avec les aidants pour les accompagner et les soutenir. C'est aussi pour ça qu'on a renforcé, on a aussi une cellule d'assistants psychologiques avec des psychologues qui vont pouvoir aussi faire ce type de suivi avec les personnes âgées, mais aussi avec leurs proches, parce qu'elles sont peut-être des fois plus en stress que les personnes âgées. Dans certains cas, la personne âgée souffrant d'isolement, mais acceptant plus facilement la situation sanitaire et la possibilité de mourir quelque part. Merci Alain Monteux, vous restez avec nous. Sophie Braun, vous travaillez beaucoup avec des adolescents, des jeunes adultes aussi, vous en parlez. Myriam, 1 sur 4 qui se dit déprimé, c'est énorme, les consultations ont explosé. Alors, quelles solutions vous leur apportez à ces jeunes? Parce que, évidemment, même si Emmanuel Macron a annoncé la prise en charge dès 3 ans maintenant d'un certain nombre de consultations psy, donc on rappelle qu'il ne faut pas hésiter à y aller, c'est pris en charge par la Sécu. Eh bien, on n'a pas le même élément de langage pour toutes les générations, pour toutes les tranches d'âge. Non, absolument. Alors moi, je commence par... j'ai reçu hier une jeune fille de 27 ans, totalement déprimée, me disant il n'y a plus d'espoir, de toute façon, entre la crise écologique, le chômage, la crise économique, politique, la dette, la situation politique, je vais arrêter mes études et c'est plus la peine que je fasse quoi que ce soit. Il faut leur donner un horizon. En fait. Et en fait, ça, pour moi, c'est pas de la dépression. Je voudrais bien qu'on arrête de parler de santé mentale ou de dépression. Mais c'est-à-dire aussi les troubles de l'anxiété qui ont énormément augmenté. Et là, pour le coup, ça en fait clairement partie. Ce que je veux dire, c'est on leur parle. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut recevoir les gens comme des individus qui se posent des questions. C'est pas forcément si on leur dit vous êtes déprimés et on les met sous antidépresseurs, on vient figer une situation. Et on ne les aide pas à rester dans du dynamique et du processus de vie. Dans ce que vous dites là, parce que moi j'ai un chiffre qui m'avait beaucoup troublée, on dit que plus d'un ado sur 7 vivrait avec un trouble mental diagnostiqué. Pour vous, ce diagnostic, il est fait de manière trop rapide et qu'en réalité, on va vers une solution médicamenteuse trop rapidement en France? C'est compliqué de généraliser, mais ça peut être le cas. Vous savez, le manuel qui s'appelle le DSM, qui regroupe tous les troubles psychologiques pour le monde entier. La première version, il y avait 100 pathologies. Aujourd'hui, il y en a plus de 400. Une dépression, dans ce manuel, c'est caractérisé par 15 jours de troubles, d'insomnie, de sentiments de vide, etc. C'est rien, 15 jours. Donc, si on reçoit un jeune, mais même quelqu'un de plus âgé, qui au bout de 15 jours se sent pas bien et qu'on lui dit « c'est une dépression », on le fige dans quelque chose au lieu de lui donner des solutions en lui disant mais c'est possible, on peut avoir de l'espoir. Quelle solution? Allez-y, développer. Alors pour moi, les 2 solutions essentielles, c'est l'espoir et le sentiment de puissance, sortir du sentiment d'impuissance. On est aujourd'hui complètement bloqués tous, les adultes aussi. Les chiffres, c'est quand même que plus de 80% des jeunes de moins de 30 ans n'ont pas voté aux dernières régionales. C'est pas seulement un problème avec le monde politique, c'est aussi parce qu'ils disent ça sert à rien. Le ça sert à rien, il est redoutable. Donc il faut retrouver des objectifs, un horizon, un but dans la vie. Un but dans la vie. C'est vers ça que la conversation doit les emmener. Absolument, on doit les aider à ça et surtout les sortir du sentiment que le monde va s'écrouler dans 5 ans ou dans 10 ans. On n'est pas sûr. Bien sûr que les problèmes écologiques existent, mais on n'est quand même pas sûr que ça va s'écrouler. Et puis surtout, ça s'écroulera pas si nous, on fait en sorte que ça s'écroule pas. Sandrine Bretin, vous êtes d'accord ? Oui, je suis assez d'accord. À l'œuvre Falleret, nous accompagnons des gens très fragilisés
par des situations de maladies psychiques qui amènent même du handicap psychique. Et nous travaillons à leur redonner en permanence du pouvoir d'agir, de manière à ce qu'ils puissent exprimer leurs droits, leur citoyenneté pleinement. Parce que le sentiment d'utilité, c'est effectivement ce qui les porte et ce qui leur permet d'avancer malgré la maladie, malgré le handicap. Alors ce sentiment d'impuissance, on l'a constaté pendant la crise sanitaire beaucoup chez les parents en burn-out, à tel point que vous, la solution que vous avez proposée, c'est une application qui s'appelle Koala, pour ces parents qui sont monsieur et madame tout le monde, mais que l'école à la maison, le télétravail ont parfois fait péter un plomb, c'est ça ? Alors, l'application Koala Family a été développée par un partenaire, l'Institut Bergeret à Lyon, et nous l'avons soutenue, notamment financièrement. Et c'est quoi le principe ? Alors, le principe, c'est une application qui permet de mesurer un petit peu son état émotionnel et de trouver des petites astuces, des conseils et des programmes de psychoéducation de manière à avoir les bons réflexes, les bonnes pratiques et surtout ne pas avoir peur de dire je suis en difficulté avec mon enfant m'agace, mon enfant m'épuise, trouver des ressources. Ne pas culpabiliser. Voilà, et, c'est vraiment de la prévention, hein, parce qu'effectivement quand on est épuisé, on peut être conduit parfois à avoir des comportements inappropriés avec son enfant, un peu violents, etc. On a vraiment repéré pendant cette période de confinement des situations d'enfants vraiment en difficulté à un domicile avec des parents en souffrance. Et c'est vraiment les conséquences de tout ça que les enfants payent aujourd'hui. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Les chiffres en fait de violences domestiques ont explosé. Et puis il y a cette image de vouloir être un parent parfait. Donc du coup, on n'ouvre pas le dialogue en fait. Vous avez aussi... pardon, allez-y Sophie. Si je peux dire quelque chose, c'est vrai qu'il y a des burn-out parentaux aujourd'hui, aussi parce qu'on laisse les enfants sans cadre et sans suffisamment de... On a perdu l'idée de l'autorité, de la bonne autorité, je crois vraiment. Du coup, on a des enfants un peu tyrans, un peu rois, on les laisse faire un peu n'importe quoi, et du coup, évidemment, les parents n'en peuvent plus. Donc là, la solution, pour le coup, c'est reposer des limites, reposer un cadre, savoir dire non, c'est moi qui décide. Oui, absolument. Vous avez aussi justement imaginé une plateforme qui s'appelle Jeff Psy. Alors là, c'est dans l'autre sens, c'est pour les jeunes qui ont besoin de retrouver des repères ou de trouver quelqu'un à qui parler. Alors, en fait, ce sont des enfants, alors on a coutume de les appeler les enfants oubliés de la psychiatrie. Ce sont des enfants qui vivent à domicile avec un proche parents, frères ou sœurs malades psychiques. Et là encore, alors c'est quelque chose auquel on travaillait depuis un certain temps, et la crise, le confinement nous a servi de booster, on nous a accéléré les choses pour pouvoir développer cette plateforme où ces enfants peuvent trouver, encore une fois, des informations, une orientation, discuter entre pairs, surtout s'apercevoir qu'ils ne sont pas seuls au monde à vivre une situation qui n'est pas une situation normale et qu'elle ne doit pas être banalisée, dont ils ne doivent pas avoir honte et dont ils doivent pouvoir parler. Et donc c'est pouvoir trouver aussi des pairs. Et alors pourquoi une plateforme ? Parce qu'effectivement, c'est aussi une forme de repli sur soi. Les enfants sont beaucoup sur leur téléphone, sur les réseaux. Oui, c'est aller les chercher là où ils sont. Effectivement, on a beaucoup parlé du dialogue ce matin. Je pense qu'on a compris que c'était un peu la clé. Rappelons aussi que bien se nourrir, continuer à faire du sport, même si parfois on se sent un peu down, c'est toujours des choses qui reboostent aussi le corps. Et donc, le mental, c'est deux choses qui vont ensemble. Ouais. Bon, je voulais faire réagir juste très très rapidement Alain Monteux une dernière fois. On voit quand même que tout ça nous apprend que le numérique peut nous aider dans ces situations, même si évidemment la clé c'est vraiment l'interaction humaine. Ça peut aider quand même quand on n'a pas d'autres choix. Oui, donc on a vu des appels sortants, mais de plus en plus on a vu après la crise sanitaire et quand on est sorti du confinement qu'on a pu mettre en place des outils digitaux adaptés aux personnes âgées, comme un coussin connecté qui va permettre d'interagir sur la télévision et permettre d'échanger en visio, d'échanger des photos, ou alors tout simplement une tablette, que c'est des outils qui ont été très très prisés, sur lesquels par contre sur des personnes de 85 ans qui sont assez éloignées du digital en majorité, il faut accompagner et former, mais c'est encore finalement une autre possibilité d'échange et de leur montrer qu'elles sont utiles à quelque chose et qu'elles peuvent
et qu'elles peuvent échanger et que ça donne quelque part une ouverture. Et ces outils se sont effectivement beaucoup développés. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui pour essayer d'y voir un peu plus clair sur la prévention de la dépression et les troubles de l'anxiété. Merci aussi à Camille d'avoir préparé cette table ronde extrêmement intéressante. On prend la direction de la rédaction